3000 hectares de champs entièrement biologiques, du maïs sucré aux carottes, en passant par le soya et les haricots verts. Plus on a de culture, mieux c'est. Au point de vue rotation des cultures, au point de vue maladie, au point de vue mauvaises herbes, plus on a de culture, mieux c'est. Ça fait bientôt 20 ans que Gilles Audette a pris le virage bio. Il est aujourd'hui le plus gros cultivateur certifié au Québec. Mais des fermes bio, il y en a près de 2500, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Je vous dirais que c'est exponentiel, puis depuis 2015, ça fait wouhou! C'est normal qu'elle soit si enthousiaste. Caroline Halde est une professeure spécialiste, entre autres, des engrais verts, on va y revenir, et de l'agriculture biologique. Alors de voir que le bio, c'est aujourd'hui 8% des entreprises agricoles québécoises. Fait que le reste du pays est vraiment encore dans les 2-3%, là. Ça varie entre les provinces. Mais nous, à 8%, puis dans 2-3 ans, on va être à 10%, puis je pense qu'on a pris notre vitesse de croisière, là. Un engouement en partie dû à la prise de conscience environnementale. Sauf qu'un autre chercheur a posé la question qui fâche. L'agriculture locale et bio est-elle vraiment meilleure pour l'environnement? Tant mieux si ces fermes-là sont rentables, tant mieux ça revalorise les régions. Mais si on utilise le bio comme voie privilégiée pour améliorer notre environnement, on n'est pas dans la bonne direction. Parce que selon les conclusions qu'il tire des études consultées, il y a un problème avec cette manière de faire. Le point faible du biologique, c'est sa faible productivité. Donc l'équation serait simple. Puisque le bio demande plus de surface pour produire la même quantité qu'en conventionnel, ça laisse moins de place à la nature et réduirait donc la biodiversité. Sans surprise, notre cultivateur n'est pas de cet avis. Chacun doit son opinion. Ce qui le gêne, c'est que dans le raisonnement, les pesticides ne sont pas réellement pris en compte. C'est le point principal, parce que les pesticides, ils sont nocifs au point de vue environnemental, ils sont nocifs au point de vue santé. C'est-à-dire, point à la ligne. Si on enlève un élément de l'équation, c'est-à-dire, on oublie un gros bout. Pesticides de synthèse, tout comme les fertilisants de synthèse, sont interdits en bio. Dans le domaine des grandes cultures, on sait que c'est environ le 30 à 45% de l'impact environnemental, là, des gaz à effet de serre qui sont liés vraiment à l'utilisation de ces fertilisants azotés. En enlevant les fertilisants azotés de synthèse, on réduit le bilan environnemental considérablement. Confirmation en Suisse dans cet institut qui compare les cultures bio et conventionnelles depuis plus de 40 ans. Résultat, publié dans la revue Nature en 2019, 40% de protoxyde d'azote en moins par hectare dans le bio. Mais pas de différence pour le maïs. Avec le méthane, le protoxyde d'azote, c'est le principal gaz à effet de serre émis en agriculture. Et l'Union des producteurs agricoles, qu'est-ce qu'elle en pense de ce débat? Moi, j'embarque pas là-dedans. Il embarque par contre volontiers dans les transferts de connaissances issus du bio et qui influencent les autres. Tous les systèmes d'engrais verts qu'on voit présentement parmi l'ensemble de l'agriculture au Québec, mais c'est les producteurs bio qui nous ont emmenés à pratiquer cette façon de faire-là, cette technique-là, entre autres, puis qui a une plus-value côté écologique et santé des sols. Disons, dans à peu près 3 semaines, le trèfle va être à peu près 1 mètre de haut. C'est ça, un engrais vert. Une légumineuse, comme le trèfle par exemple, qui a commencé à pousser ici dès que le blé a été fauché. En fait, le trèfle fixe l'azote de l'air, puis le met dans la plante, donc il va se décomposer. Donc cet azote-là va être disponible l'année prochaine pour la culture du maïs. En tout cas, les deux mondes s'accordent sur un point. Puisque l'utilisation de l'espace pose problème, il faudrait surtout réduire la place dédiée à l'élevage et aux cultures pour les animaux. On est devant un mur, on va se diriger vers les leviers qui sont les plus efficaces. Puis là, on parle justement de diminuer la consommation de viande et produits laitiers, diminuer l'élevage en général. Gilles Audette n'est pas contre. De toute façon, 80% de sa production est déjà destinée à la consommation humaine.